Troisième épisode, Charlemagne et la reconstitution de l'Empire romain d'Occident. Quand Pépin mourut en 768, ses deux fils, Charles et Carloman, se partagèrent le royaume sans discussion ni violence, mais on savait quand même qu'ils ne s'entendaient pas beaucoup. Déjà sacré par le pape Étienne II, Charlemagne se fit quand même sacré à Noyon et Carloman à Soissons, un autre endroit. Mais ce dernier mourut en 771 et son frère s'empara de son royaume, utilisant le couvent ou l'exil pour le reste de la famille de son défunt frère qui pouvait contrarier ses projets. Et à la fin du 8e siècle, Charlemagne était le maître de tout l'Occident. Ce qui donna bien évidemment l'idée d'un rétablissement de l'Empire romain d'Occident. Mais dans le même temps, la querelle iconoclaste s'apaisait. Le nouvel empereur d'Orient, Léon IV, depuis 775, sous l'influence de sa femme Irène, une grande ambitieuse, arrêta la persécution. Cette femme, intelligente aussi, avait su se concilier le peuple, plutôt favorable aux icônes, en y ajoutant des baisses d'impôts, ce qui est toujours agréable. Elle avait repris à son compte aussi le projet des anciens empereurs d'Orient de réunir tout l'Empire à leur profit. La difficulté iconoclaste avait disparu. La puissance montante de Charlemagne alors lui parut insupportable. En 780, à la mort de son époux, la régence lui fut confiée, son fils n'ayant que 9 ans. Elle prit contact avec Charlemagne pour essayer d'établir une alliance. Ce dernier, continuant la politique de son père, en donnant des terres au pape Adrien Ier, ça l'ennuyait parce que ces terres, elle aurait pu les revendiquer. Ce pape remarquable régnait depuis 772, il était très apprécié pour sa piété, sa bonne administration. Et cet Adrien Ier fut, comme ses prédécesseurs, en butte à la duplicité des Lombards, et aussi fit appel au roi des Francs, plutôt qu'à Constantinople, dont il se méfiait. Alors en 774, Charlemagne était à Rome avec son armée, confirmait le pape dans ses États, et allait même assiéger le roi des Lombards, Didier, dans sa capitale, Pavie, et ce dernier dut se rendre. Une victoire de Pavie, oui. Et Charlemagne l'envoya terminer ses jours au monastère de Corbie. Cela permit à Charlemagne d'ajouter le titre de roi des Lombards à celui de roi des Francs. Napoléon s'en souviendra, voyez-vous encore. Mais cette arrivée des Francs en Italie inquiéta Irène. Et c'est là qu'elle proposa à Charlemagne, le sachant à Rome, une alliance scellée par un mariage, le mariage de son fils Constantin, à Irène, et d'une fille de Charlemagne. La promesse fut faite, mais ne sera pas tenue. Irène n'avait pu obtenir la restauration de la vénération des images lors du concile qu'elle convoqua à Constantinople. En 786, elle dut en convoquer un autre, à Nicée, donc c'était plutôt l'année d'après, en 787. Mais Charlemagne, à ce moment-là, s'offusqua du procédé, parce qu'il possédait plus de terres chrétiennes qu'Irène. Et il se plaignit aussi des mauvaises traductions envoyées à ses évêques, et ce fut la rupture entre les deux en 787. Et le début de graves troubles en Orient. Parce que Irène et son fils Constantin VI se disputèrent le pouvoir, quand celui-ci fut majeur. Ce dernier, Constantin VI, commença par l'emporter, mais voilà, il eut l'imprudence de faire confiance à sa mère, qui monta un complot contre lui, et lui fit même crever les yeux avant de l'envoyer en exil où il mourut. Événement extraordinaire, elle se fit proclamer empereur, Basileus au masculin, en 797 et elle régnera jusqu'à sa mort en 802. C'est-à-dire que Charlemagne, en fait, a les mains libres en Occident, car personne ne peut y reconnaître une femme empereur. Alcuin, principal conseiller de Charlemagne,
estima que le titre d'empereur n'était plus porté. Or, le 25 avril 799, le nouveau pape Léon III, successeur d'Adrien Ier, échappe à une tentative d'assassinat en pleine rue. C'est l'aboutissement d'une lutte que mène contre lui toute une partie de l'aristocratie romaine. Et il n'a pas d'autre solution que de s'enfuir de Rome et de se réfugier auprès de Charlemagne en Saxe. Ils vont s'entretenir pendant un bon mois, après quoi le pape pourra retourner à Rome sous protection armée. Charlemagne l'y rejoindra le 23 novembre 800. Les ennemis de Léon III n'avaient pas désarmé, ils avaient même écrit leurs accusations, et le premier soin de Charlemagne fut de réunir une assemblée d'évêques, d'Italiens, des Francs, pour examiner l'affaire. Mais en ce qui concerne le pape, le roi des Francs s'opposa à tout interrogatoire et à quoi que ce soit qui ait pu ressembler à un jugement. On demanda simplement au pape un serment solennel par lequel il déclarait fausses les accusations portées contre lui. On ne juge pas le pape, et ça aura des suites, ça. La chose étant accomplie, tous ces accusateurs furent condamnés à mort, mais tous graciés. Ce qui termina cette triste affaire, le 23 décembre 800. Nous connaissons tous la suite, nous l'avons appris à l'école, à cette différence près que les choses ne se passèrent pas tout à fait comme le roi l'avait souhaité et très probablement arrêté avec le pape. Ce dernier, en effet, lui posa la couronne sur la tête alors qu'il était en prière, donc avant la messe de Noël. Et ce ne fut pas une heureuse surprise pour le récipiendaire qui le fera savoir à un proche, même si le pape s'agenouilla devant lui après la chose. Charles devait d'abord être acclamé par ses soldats et se couronner lui-même, parce qu'on inaugurait une nouvelle forme d'empire avec une nouvelle dynastie. Il importait pour elle, à l'instar des empereurs d'Orient, de montrer qu'elle détenait son pouvoir de Dieu directement, sans l'intermédiaire de l'Église, ce qui tempérait la supériorité incontestable du pouvoir spirituel sur le temporel. Et nous verrons que le maintien de cet équilibre fut essentiel pour la paix et la bonne collaboration des deux pouvoirs. Charlemagne aura l'intelligence de ne pas se fâcher avec le pape pour cela. Car il savait entre autres que l'Orient lui était hostile, mais il sut régler la question avant sa mort. Parce que se sentant à bout, en 813, il fit acclamer de son vivant son fils Louis à Aix-la-Chapelle, et il le couronna. Et à la mort de son père en 814, Louis prit le titre d'empereur, et le 5 octobre 816, il fut sacré et couronné à Reims par le pape Étienne IV. Et ce premier sacre à Reims d'un souverain français indiquait d'une manière définitive le sens du sacre. L'évêque qui allait l'oindre et déposer la couronne sur sa tête, même si c'était le pape en personne, ne lui conférait pas le pouvoir temporel. En entrant dans la cathédrale, Louis était déjà empereur. Il tenait son pouvoir de son père, et l'ordre dynastique signifiait l'origine directe du ciel, comme cela avait joué pour la transmission du pouvoir de David à Salomon. Le fait que Louis ait été le seul fils, évidemment, facilita les choses, et il essaya, à juste titre, de préserver l'avenir en profitant de cette situation. Il convoqua, en 817, une assemblée de notables, toujours à Aix-la-Chapelle, pour proclamer son fils aîné, Lothaire, co-régent de l'Empire, avec droit de succession.
donnant à chacun de ses deux autres fils, à l'un l'Aquitaine, à l'autre la Bavière. Ces deux derniers fils obtenaient donc le titre de roi, mais leur frère aîné se trouvant au-dessus d'eux comme empereur. Et cela, évidemment, c'était contraire à l'usage des francs, et cela mécontenta. Et les choses s'aggravèrent en 823, quand il fallut donner des terres au plus jeune des fils de Louis, Charles le Chauve. Ce fut l'Alémanie prise sur le domaine de Lothaire. Et alors ce dernier, évidemment, c'est lui qui commença par essayer de s'associer à une révolte contre son père, qui n'aboutit pas. Mais finalement, les deux autres fils, Pépin et Louis, qui venaient immédiatement après Lothaire, voulurent être associés au gouvernement impérial, à ce qui n'aboutit pas. Louis refusa. Et ça les mena au combat armé. Et on fit appel au pape. Voilà, toujours le pape. C'est Grégoire IV qui va essayer de jouer les pacificateurs. Mais voilà, n'étant pas suivi par l'épiscopat franc dans son entier, il ne put empêcher la destitution, de l'empereur Louis le Pieux. Mais cette destitution, elle fit quand même réfléchir les deux frères cadets, qui comprirent très vite que leur frère aîné, devenu empereur, parce que c'est ce qui serait passé, laisserait beaucoup moins de pouvoir à leur modeste personne que leur père. Et ils se hâtèrent de replacer leur père sur le trône impérial, d'autant plus que l'Empire était menacé au sud par les barbaresques musulmans, par voie de mer, n'osaient plus entrer, et au nord, ça c'est nouveau, par les menaces vikings. Pépin d'Aquitaine mourut en décembre. L'empereur pensa alors revenir aux traditions franques, puisqu'il était établi, refaire un partage entre ses trois fils, restant à l'assemblée de Worms, et ça en 839. Bon, ces derniers ne furent pas très satisfaits, mais ils attendirent quand même la mort de leur père. Il y avait un an à attendre, en 840, pour faire parler les armes contre leur frère aîné, Lothaire, qui ne voulait rien négocier du tout. Donc vous, il ne s'était pas trompé la première fois. Et la défaite de Fontenoy en Puisaye fut terrible pour Lothaire, au point que là, il comprit que s'il continuait, il serait exclu de tout pouvoir, et il traita. Et c'est le fameux traité de Verdun de 843 qui partagea en trois l'empire de Charlemagne. Une de ces trois parties, la Gaule, devint la Francie occidentale et échut à Charles le Chauve, le plus jeune, qui fut sacré à Orléans en 848. Alors c'est lui et son peuple qui subit de plein fouet les attaques des pirates sarrasins au sud, les raids des Vikings au nord, auxquels s'ajoutèrent en plus les Normands, et puis aussi la mauvaise volonté des Bretons, à qui il fallait faire constamment des concessions parce qu'ils tenaient à une certaine indépendance. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un troisième personnage, et avec lui une dynastie, Robert le Fort, 820-866, lié aux Carolingiens par de très lointains ancêtres, et qui va remporter de nombreuses victoires sans pour autant remettre en cause le pouvoir légitime de Charles le Carolingien. Il va mourir, et ce Robert est l'ancêtre des Robertiens et des Capétiens. Bon, Charles, quand il devient roi, toujours un Carolingien, va renforcer son pouvoir. Il va se faire couronner à Metz roi de Lotharingie, Lothaire est mort, par l'archevêque de Reims, et en 875, à la mort de son autre frère, Louis le Germanique, il va se faire couronner empereur par le pape Jean VIII le 25 décembre. Et il sut arrêter les combats avec les fils de ses prédécesseurs, en leur donnant des titres héréditaires, ça c'est une nouveauté, et il va faire naître ainsi la féodalité. Il meurt le 6 octobre 877, son fils aîné Louis le Bègue lui succède, et il est sacré à Compiègne par Hincmar, l'archevêque de Reims, et puis de nouveau en 878 par le pape Jean VIII lors du concile de Troyes.
Mais voilà, cet homme est de santé fragile, en plus il est bègue, il mourra 1 an plus tard. Son fils désigné par lui, Louis III, lui succède en 879, mais l'aristocratie lui associe son frère Carloman, II, et ils sont sacrés tous les deux par l'archevêque de Sens dans une abbaye près de Montargis. En 879, ils vont remporter une éclatante victoire contre les Vikings, et ça va asseoir leur pouvoir, parce que c'est le problème de l'époque, ce qui n'avait pas empêché les Robertiens, eux, de continuer aussi la lutte contre les Vikings. Ils n'étaient pas trop d'être 3, mais au service de la royauté carolingienne. Et on voit que les leçons de Charles Martel et de Pépin le Bref avaient porté. Parce que le 5 août 882, Louis III meurt accidentellement. Carloman régnera seul jusqu'en 824, toujours un carolingien. Son fils Charles est trop jeune pour régner. Alors que font les nobles? Ils font appel à Charles III, l'empereur, qui est le fils de Louis II le Germanique. C'est encore un carolingien, vous voyez l'attachement à la famille. Et il va être régent, momentanément. Il va reconstituer l'empire de Charlemagne, mais voilà, sa brutalité, qui va tourner très vite à la folie, va l'empêcher de régner. Et il va entrer en guerre à la fois contre les Vikings et contre les Normands. Et il ne sera sauvé de la catastrophe que par l'intervention de Robert le Fort, toujours lui. Mais dès 887, Charles III sera déchu. Et quand il va mourir en 888, les nobles vont élire Eudes, roi des Francs, fils de Robert le Fort, on n'est plus dans les Carolingiens, qui va être sacré à Compiègne, puis à Reims. Mais quand Charles, fils de Louis le Bègue, va être en âge de régner, on va prétexter une campagne en Aquitaine pour dire à Eudes d'aller voir en Aquitaine, il va obéir, bien sûr, et Charles va être sacré à Reims par l'archevêque Foulques. Alors Eudes, évidemment, va être furieux, mais va ronger son frein, il ne fera pas de révolte, il ne reconnaîtra le roi que sur son lit de mort, et voyez-vous le respect de la question dynastique. Bon. Ensuite, il va y avoir des Robertiens, des vaguement apparentés. Raoul sera le beau-frère, jusqu'en 936, parce qu'ils profitent de leur succès militaire contre les Vikings, mais ils ne tenteront jamais rien de définitif contre la dynastie carolingienne. Et du fait de leur attachement à la légitimité, voyez-vous, à la mort de Raoul, le dernier des Robertiens ou apparentés en 936, Hugues le Grand, Robertien, exigera des nobles qu'ils appellent un carolingien, Louis IV d'Outre-mer, le dernier des fils de Charles III. Et ces 2 fils de ce Louis IV d'Outre-mer purent encore lui succéder. Le dernier carolingien de la branche aînée ne régna certes qu'1 an, mais il régna de 986 à 987. Et c'est à sa mort naturelle que Hugues Capet acceptera d'être élu roi des Francs par la noblesse du royaume.